Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 55, le retour du roi. La fin de l'invasion de la Gaule par Attila n'a pas changé quoi que ce soit à la trajectoire de l'Empire romain en route pour l'augmentation d'entropie. Parce que même si la coalition d'Aetius a repoussé momentanément l'attaque des Huns, la crise politique générale à l'ouest continue, aucunement freinée par l'incompétence et l'autorité défaillante de l'empereur. Et puis, Aetius a surtout réussi à démontrer que la seule force qui tienne encore l'Empire d'Occident, ce sont les forces armées des régions semi-autonomes barbares, qu'ils soient Wisigoths, Suèves, Burgondes ou Francs, et que plus personne n'a vraiment envie de faire semblant d'écouter Radio Ravenne. Retrouvons donc maintenant nos Francs, qui vont peu à peu sortir de leur relatif anonymat dans la deuxième partie du Ve siècle, une fois la tourmente Attila passée. L'histoire se passe en mai 1653. Pas 453, 1653. À une date que les auditeurs avertis de ce podcast savent être un poil plus tard que la période des Mérovingiens. Et précisément dans la vieille ville de Tournai, à une quinzaine de kilomètres de la métropole actuelle de Lille, mais du côté belge de la frontière. Et le héros de cette histoire est un homme tout à fait improbable. Un ouvrier sourd-muet répondant au doux nom bien couleur locale, et ça ne s'invente pas, de quinquin. Notre quinquin est un terrassier pour être précis, chargé de la démolition d'une bâtisse en ruine collée à l'église locale Saint-Brice de Tournai, église qui existe encore de nos jours d'ailleurs. Sauf que quinquin va faire une découverte choc ce jour de mai en retournant la terre et en dégageant par hasard une bourse remplie de pièces d'or. Tout sourd-muet qu'il est, quinquin fait apparemment assez de bruit pour alerter le village autour de lui. Alors, les autorités ecclésiastiques vont immédiatement prendre le contrôle des opérations vu qu'on est sur leur terrain. Et elles réalisent assez vite que le terrassier a découvert beaucoup plus qu'une bourse pleine de pièces d'or romaines en fait. Quinquin vient de tomber avec sa pioche sur une tombe en plein cœur du pays des Saliens. Une tombe royale franque du Ve siècle. Et une tombe qui va se révéler être l'un des plus grands trésors archéologiques jamais découverts en Europe jusqu'à ce jour. Car la sépulture découverte est truffée non seulement d'un tas de pièces d'or bien romaines, avec les empereurs de la deuxième moitié du Ve siècle, mais aussi d'un bon nombre d'objets caractéristiques d'un officier supérieur romain, à commencer par une fibule cruciforme en or massif. Alors, une fibule, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice en fait. Et ce modèle particulier en or et en forme de croix est caractéristique des hauts dignitaires impériaux servant Constantinople ou Ravenne pour maintenir leur cap officiel, le paludamentum. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que les artefacts ne sont pas tous romains dans cette tombe. On trouve aussi des armes typiquement germaniques ou franques, comme un scramasax, une longue lame tranchante sur un seul côté d'une trentaine de centimètres pour le corps à corps. Et bien évidemment, une longue spata aussi, et une lance, et la fameuse hachette de projection qu'on baptisera plus tard Francisque. Et sans parler d'une quantité d'objets de décoration en or, comme un bracelet torse se portant autour du cou, ou une applique en tête de bovin qui se fixait sur un harnais en cuir. La fameuse tête de bovin. La preuve ultime au Ve siècle pour prouver que tu as des ascendances germaines. Ma pauvre Germaine, c'est un peu le NFT de la période. Il n'y avait pas un Germain bohème à l'époque qui aurait pu prétendre être blindé de solidi byzantin sans s'afficher avec une effigie de vache à ses côtés.
de toute façon. Il n'y aura pas que cet indice comme trace des traditions d'outre-Rhin dans cette sépulture. Lors des fouilles modernes entreprises sur ce même site au XXe siècle cette fois, on découvrira en plus 21 chevaux sacrifiés et enterrés avec le prince, tout autour de sa tombe. Une preuve supplémentaire du respect des traditions funéraires et religieuses germaniques de l'époque, avec l'ensevelissement de tous les attributs du pouvoir militaire du chef de guerre, partant pour l'au-delà. Et puis, si on parle de bijoux, il y a autre chose de notable quand même. On trouve aussi une quantité incroyable d'objets de décoration en or polychrome. Alors, quand on parle d'or polychrome, on parle en fait de pierres précieuses comme des grenats ou des verreries de couleur enchâssées dans de l'or. Les manches décorées des armes, les pièces de harnais du cheval et de petites abeilles de décoration. Tout un ensemble incroyable d'objets décoratifs multicolores et fabuleusement précieux. Un style, lui, qui est parfaitement identifié par les archéologues comme venant des régions danubiennes et répandu à travers toute l'Europe à l'apogée de l'Empire des Huns. La culture unique, qui a rayonné durant toute la première partie du Ve siècle, a su intégrer les arts et les techniques venus d'Orient, comme celles des Goths, des Alains ou des Sarmates. Et c'est donc les Huns qui vont ainsi adopter la technique de l'or polychrome et la diffuser un peu partout comme la marque de leur influence politique et culturelle sur le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce micmac ? Une tombe moitié germanique, moitié romaine et moitié unique. Alors déjà, ça fait 3 moitiés. Et je reconnais bien là ton goût pour les maths, Xavier. Mais en plus, c'est un mélange quand même sacrément bizarre de tout un tas de trucs qu'on imagine normalement appartenant à des cultures assez différentes. Mais c'est ça le bénéfice de l'archéologie. On a des preuves factuelles de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et contre toute attente, cela ressemblait à un gros incubateur de diversité tourné au Ve siècle. Ta tombe mélange allègrement des éléments d'influence des 3 cultures, si je comprends bien. Et oui, et il faut en revenir aux Romains et à leurs embrouilles suite à l'attaque d'Attila et la bataille du champ catalonique pour bien comprendre. Parce que, une fois les Huns repartis côté Outre-Rhin fin 451, le calme revient en Gaule du Nord. Enfin le calme, plus ou moins. Disons surtout que la guerre va se déplacer sur les autres parties d'Empire, encore contrôlées par Valentinien III et sa cour. D'abord, Aetius, avant son assassinat, a dû faire face au retour d'Attila en Italie en 452. Une nouvelle invasion qui n'a été réglée qu'avec un large paiement de tribut par Ravenne. Exactement ce que cherchait Attila depuis le début de toute façon, mais qui permet à l'Empire de le renvoyer de l'autre côté du Danube, où il trouve la mort l'année suivante, suite à des noces un peu trop arrosées. Une semi-victoire sur laquelle les Romains ne vont pas capitaliser du tout, par contre, vu qu'elle est suivie par le meurtre d'Aetius par l'empereur dès 453 et que Valentinien III lui-même finit exécuté à son tour par les fidèles du général. Le nouvel empereur qui prend le pouvoir en 455 ne va pas vraiment tirer les marrons du feu, en tout cas seulement très brièvement, puisque cette fois ce sont les Vandales qui quittent leur tout nouveau royaume d'Afrique du Nord pour attaquer Rome directement par la mer et venir tout piller en Italie. Une invasion qu'il est incapable d'empêcher, ce qui provoque sa propre exécution lors d'une émeute populaire. Mise à mort qui n'empêche malheureusement ni leur invasion, ni le gros pillage de Rome en 455. Fun fact, c'est de cet épisode que vient le mot vandalisme et la sale réputation de ce peuple barbare qui n'était probablement pas plus méchant ni plus pillard que les autres. Comme quoi, un bad buzz marketing et votre image de marque reste ternie à jamais. Mais en un mot commençant, les champs cataloniques en 451 n'ont rien réglé. Et c'est la débandade générale dans ce qu'on appelle encore la Gaule. Et oui, je sais, c'est un comble. On peut toujours se consoler en se disant que la situation n'est pas propre à la Gaule, mais généralisée dans l'Empire de l'Ouest qui n'en a plus que le nom. Par contre, tout reste encore très confus au sujet des Francs à ce stade. Car jusqu'au milieu du Ve siècle, et à la différence de leurs voisins burgondes et visigoths, leur structuration politique n'est pas encore achevée en réalité. Les Francs, malgré des succès réels ou supposés des Clodions et des Mérovées, restent fondamentalement des groupes germaniques hyper fragmentés politiquement. Au milieu du Ve siècle, on doit encore parler de royaume de Francs,
au pluriel, voire même des chefferies commandées par des roitelets plus ou moins liés les uns aux autres par des liens culturels ou dynastiques, vu qu'il semble qu'une bonne partie d'entre eux soient parents. Alors, déjà, on en trouve un certain nombre sur la moyenne vallée du Rhin, qui vont se signaler à la même époque par une expansion côté romain en attaquant le Limès. Cologne et Trèves sont prises en 455 par des chefs francs libres dont on ne sait quasiment rien, sinon qu'ils vont réussir à fonder de véritables petits royaumes rive gauche du Rhin. Probablement en prenant progressivement le contrôle des anciennes places fortes et villes romaines le long du fleuve et en agrégeant leurs troupes et leurs peuples avec les gallo-romains restés sur place. Et même chose pour les Saliens, où on dénombre désormais plusieurs petits royaumes indépendants, peut-être une demi-douzaine selon les spécialistes, centrés sur les grosses villes romaines du nord, comme Cambrai ou Tournai. Est-ce que tous ces hommes sont les descendants de Clodion, des cousins ou des petits-cousins qui se sont partagés son ex-royaume ? Possible, des descendants du grand roi ou de simples chefs de guerre liés par des alliances dynastiques qui sont autant d'alliés que concurrents apparemment. Donc rien à voir avec les deux superpuissances unifiées qui se sont taillées de gigantesques parts de Gaule dans le sud beaucoup plus riche du pays. Je veux bien sûr parler des Visigoths autour de l'Aquitaine et des Burgondes dans la région Rhône-Alpes moderne. Ça, ce sont de vrais États entre guillemets qui ont des rois parfaitement identifiés et capables de lever et de disposer d'une vraie armée. Mais bon, c'est quand même là qu'on apprend l'arrivée d'un successeur à Clodion et Mérovée qui va enfin faire sortir les francs de l'obscurité. Et oui, Grégoire de Tours nous laisse entendre que dans les années 50, un certain roi Childéric prend le pouvoir à la suite de son père Mérovée. Comme toujours, notre évêque y va avec des pincettes sur les filiations en introduisant le nouveau roi par un prudent « on prétend ». Mais au vu de la chronologie, ça semble assez cohérent. Sauf que Grégoire enchaîne avec un récit de son début de règne qui, même avec beaucoup de bonne volonté, est rapidement suspect. Childéric, le tout nouveau roi salien, contrôle donc un mini-royaume de Francs du Nord durant les années 50, quelque part à la frontière entre la Belgique et la France moderne. Mais il n'est pas seulement jeune et puissant. Non, Childéric est carrément torride. Un jeune monarque à la vie amoureuse débridée apparemment, se jetant sur toutes les donzelles du royaume. Ce qui ne fait pas rire tout le monde, au point où ses sujets décident littéralement de l'éjecter de son propre pays. Soit qu'ils en ont assez de la mauvaise réputation qui rejaillirait sur eux, soit qu'ils tiennent autant à leurs femmes qu'à leurs bovins, pour le dire pudiquement. S'ensuivent donc 8 années d'exil pour Childéric en Thuringe, une région qui, comme on l'a déjà dit, peut se comprendre de plusieurs manières, rive droite ou gauche du Rhin. En tout cas, c'est clairement un territoire germanique, possiblement celui de ses racines familiales si on suit les indices donnés autour de l'ancêtre Clodion. Une Thuringe dont le roi local, plutôt amical, va recueillir le prince des Saliens. 8 ans d'exil où les Francs nomment roi par intérim le maître de la milice de Gaule, c'est-à-dire le dernier général en chef romain vivant autour de la vallée de la Loire et de la Seine, un certain Aegidius, dont on va reparler. Mais heureusement pour les Francs, Childéric n'est pas à court d'astuces. Selon les chroniques tardives, un compère laissé sur place va travailler sa propagande chez les Francs pendant toutes ces années et les convaincre de lui donner une nouvelle chance. Un beau travail de communication qui finit par payer, préparant son retour triomphal au début des années 60 en territoire salien, lorsque son compère lui envoie un message secret pour l'informer que son peuple a tout oublié et est prêt à retrouver son roi. Le trop torride Childéric reprend donc son trône en Gaule du Nord pacifiquement et s'arrange apparemment avec Aegidius qui, bien aimable, retourne dans son propre royaume entre Loire et Seine et choisit de s'allier dorénavant avec le beau gosse du Nord et ses hommes pour continuer ses propres guerres plus au sud. Et dans le cas où vous ne trouveriez déjà cette histoire pas assez bizarre, attendez un peu la fin. Car la propre femme du roi des Thuringiens, qui l'a recueilli pendant 8 ans, une certaine Basine, a mal vécu le départ du torride salien. Une fois Childéric revenu sur son trône, elle abandonne son mari, traverse le nord de l'Europe et vient littéralement se mettre dans le lit du roi des Francs pour devenir reine du royaume du Nord. Voilà. Parce que Childéric était juste l'homme le plus méritant,
le plus courageux et le plus canon d'Europe, tout simplement. Le pire dans cette histoire un peu foutraque, c'est que le roi Childéric a bien existé. Et sa femme thuringienne, Basine, aussi. Et si on ne peut pas vous promettre qu'ils vécurent heureux, on peut vous dire par contre qu'ils eurent pas mal d'enfants, dont un certain Clovis, qui vous dit certainement quelque chose. En revanche, le reste de l'histoire, autant vous le dire tout de suite. Pour nous, c'est un ramassis de merde de taureau. Mérovingien oblige. Alors, comme d'habitude avec Grégoire, il y a un petit parfum d'Ancien Testament biblique, avec l'histoire de Jacob, qui a quitté la terre promise après avoir sérieusement déconné. S'en est retourné à l'est dans sa famille d'origine durant quelques années pour se trouver une parente qui deviendra sa femme et qu'il ramènera ensuite dans le futur royaume d'Israël. C'est peut-être une des sources de cette histoire complètement improbable. Ou alors un vieux mythe franc, raccommodé à la sauce Childéric par Grégoire. Mais bon, à part une belle histoire sympa, qu'y a-t-il à retirer de tout ça ? Si on met de côté les détails les plus scabreux ou les plus invraisemblables de cette histoire, unanimement rejetée par les historiens, peut-être y a-t-il quand même quelques enseignements à tirer d'un mythe de ce genre, en supposant qu'il y ait une trace d'un fond de vérité. D'abord, l'influence germanique de la vie de Childéric. Les dernières années de recherche historique, sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour écrire ce podcast, rejettent la vision image d'Épinal des barbares francs déferlant sur l'Empire romain un beau matin de 476 pour renverser le bel empire propre et bien organisé fondé par Octave Auguste. Non, les Francs n'étaient pas des hippies mangeant de la viande crue, sortant de leur grotte et s'exprimant comme des néandertaliens à moitié sauvages. D'ailleurs, vous savez maintenant que non seulement les barbares aux frontières ne sont sûrement pas les principaux coupables de la chute de l'Empire qui s'est écroulé du fait de ses propres problèmes internes, mais surtout que les Germains aux frontières, et en premier lieu les Francs, se sont largement romanisés sur plusieurs siècles au contact de l'Empire. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Romaniser, ça ne veut pas dire romain. Et la culture germanique reste tout de même une partie réelle de l'identité de ces hommes, même si elle reste difficile à percevoir parfois dans les textes romains. Leur nom d'abord reste absolument germanique. Fini les noms en 3 parties à la romaine, prénom, surnom, nom. Les Francs, et en particulier les chefs, gardent un patronyme particulier qui fusionne 2 idées pour former une appellation propre. 2 concepts juxtaposés sans qu'on puisse y trouver forcément un sens évident pour créer leur nom, sinon un champ sémantique particulier pour cette famille des Mérovingiens. Childéric, c'est la conjonction de Hild, le combat, et de Rik, qui signifie puissant et qu'on retrouvera dans les mots allemands modernes de Reich ou le mot français de riche tout simplement. La même idée se retrouve derrière le mot Clovis, Clodovec en langue germanique, qui signifie illustre pour hold et bataille pour vec. Vec qu'on retrouve dans Mérové, ou mer signifiant réputation ou gloire, et vec donc la bataille. Et ainsi de suite. Des combinaisons avec le même champ sémantique utilisé par les chefs de guerre et reprenant souvent un bout de patronyme d'un ancêtre. Les gars vont d'ailleurs lancer une mode, puisque quelques décennies plus tard, les prénoms romains vont s'effacer largement, pour laisser la place à des prénoms germaniques qui pullulent dans le français moderne. Les Robert, les Louis, les Bertrand. Mais ça, ce sera plus une mode à partir du 6e ou du 7e siècle, à laquelle vont se rattacher les habitants de leur futur royaume que l'héritage de leurs ancêtres par l'ADN. Mais au 5e siècle, c'est vraiment une marque de distinction pour les Germains qui ne s'alignent pas sur le vieux modèle romain pour bien marquer leur différence. Et oui, et la distinction n'est pas que dans le choix des noms pour ces hommes. Comme le confirmera l'archéologie, les Francs du nord de la Gaule, à la différence des anciens prisonniers de guerre ou des migrants des premiers temps localisés au sud de la Loire à la fin du IIIe siècle, ne se sont pas vraiment fondus dans le monde romain. Grâce à une immigration en masse quasi permanente durant le IVe et le Ve siècle, il est clair qu'ils ont maintenu une forme d'identité germanique sur l'extrême pointe de la Gaule, tout en vivant en territoire romain. D'ailleurs, on l'a déjà mentionné, mais les pratiques funéraires sont elles-mêmes particulières, avec des enterrements en pleine terre, loin de l'incinération classique des Romains ou de l'utilisation d'un sarcophage qui s'est répandu récemment dans l'Empire avec le christianisme. Une mise en terre avec un équipement militaire et des objets de valeur à hauteur de l'importance du personnage.
des objets indéniablement d'origine germanique, comme des boucles de ceinture zoomorphes ou des bracelets torsadés. Exactement comme dans le cas de notre homme et de sa tombe de Tournai. Un chef germanique, à n'en pas douter, dont le costume funéraire reflète la puissance militaire qu'il a su exercer de son vivant. Voilà, les Francs saliens ne sont pas complètement fondus culturellement dans l'Empire romain. Installés comme paysans sur les anciens domaines romains, ils ont recréé une société agricole unique, mélangeant les spécificités du monde gaulois à celui du monde germanique. Une nouvelle culture pour le coup, plus tout à fait germanique, mais pas tout à fait romaine non plus. Et c'est aussi le sens qu'on peut donner à cette légende du retour du roi de la Thuringe, où qu'ait pu être ce territoire. Childéric ne retrouve pas une épouse par hasard, que ce soit grâce à son charme magnétique ou pas d'ailleurs. S'il se rend à l'est, c'est vers des tribus germaniques dont il est un allié, probablement même un parent. Notre homme rentrant vers les terres d'origine de sa famille, si c'était bien la terre de départ du royaume de l'ancêtre Clodion. Et on touche là encore à un aspect qu'on a abordé au tout début de ce podcast. Le clan germanique, une zippe, royale dans ce cas, qu'intègre Childéric par le biais d'un mariage, lui garantit aide et renfort en cas de conflit. En se mariant avec une princesse de l'Est, Childéric renforce sa puissance militaire avec autant d'alliés et de soutien que peuvent lui offrir sa nouvelle belle famille. Une épouse issue elle-même d'une famille de chefs germaniques a donc deux avantages très concrets pour le chef de la Gaule du Nord. C'est la garantie que de nouvelles troupes de Germains vont pouvoir renforcer son armée, et c'est aussi le gage pour ses propres hommes que Childéric reste premièrement et avant tout un Germain, qui travaille avec Rome, mais qui n'est pas devenu pour autant un étranger aux yeux de ses troupes. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le mariage avec une femme de l'Est. Childéric épouse une femme d'outre-Rhin et renforce par là même sa légitimité en tant que souverain germanique sur sa terre romaine. D'ailleurs, autre fun fact, on a bien trouvé une louche en argent près de Weimar, en Thuringe, datant du 5e siècle avec l'inscription BASN, une inscription que les archéologues connectent au nom royal du couple mentionné par Grégoire de Tours. J'en conclus donc que pour toi, l'histoire un peu scabreuse de Childéric se comprend surtout comme la manifestation de liens politiques et militaires solides entre Francs de Gaule et Francs libres d'Outre-Rhin, malgré la romanisation de Childéric et de ses hommes. Oui, et par ricochet des liens donc avec l'autre superpuissance du siècle à l'Est qu'est l'Empire des Huns. Alors, on a du mal à l'imaginer maintenant, vu que cet empire a été très éphémère comparé à Rome, et surtout n'a pas produit une tonne de ruines pour le dire poliment. Mais l'Empire des Huns a bien existé, centré dans la région danubienne, autour de la Bulgarie moderne. Un empire dont la puissance a rayonné sur toute l'Europe pendant tout le début du 5e siècle. On peut dire que le monde germanique s'est retrouvé littéralement coincé entre les deux superpuissances culturelles de l'époque. Un monde germanique tentant de ne pas se faire écraser par les deux mastodontes, travaillant ou luttant avec l'un ou l'autre, comme durant la bataille des champs cataloniques, et capable d'ailleurs de se battre dans les deux types d'armées. À défaut de ne jamais contrôler directement les Germains du Nord comme les Francs ou les Saxons durant leur heure de gloire, les Huns ont quand même très largement influencé cette zone pendant des décennies, sans doute presque autant que les Romains d'ailleurs, et de plusieurs manières. Alors militairement bien sûr, en intégrant une partie d'entre eux dans leur coalition et en faisant des vassaux, mais aussi en provoquant la migration de certains d'entre eux, comme les Visigoths à la fin du IVe siècle ou les Burgondes durant le Ve, qui ont voulu échapper à leur domination et ont filé vers l'ouest. Soit simplement en influençant les coutumes, les styles de vie ou l'artisanat des peuples vivant dans leur sphère d'influence ou à la marge. Trouver des objets en or polychrome, comme l'a fait Quinquin dans sa tombe royale, n'a finalement rien de bizarre si le défunt a vécu au 5e siècle. Longtemps même après la chute d'Attila et la dislocation de son empire, les réseaux commerciaux et culturels ont longtemps continué d'irriguer le monde germanique qui s'est retrouvé, l'espace de quelques décennies, dans l'orbite du grand empire nomade. Là encore, l'histoire de notre Childéric passant à l'Est un moment reste plus qu'une anecdote un peu bancale. Elle souligne surtout que les Francs ne sont pas qu'un sous-produit du monde romain. C'est une culture spécifique, au croisement des influences des trois mondes, germanique,
romain et unique, qui se met en place autour du 5e siècle en intégrant les techniques, les savoirs et les croyances des 3 univers. Bon, ok, je commence à voir où tu veux en venir, avec un monde de francs issu de plusieurs influences. Mais quand même, cette histoire d'exil de 8 ans avec Ægidius qui devient roi intérimaire avant de lui rendre tranquillement la place, ça semble un peu décalé par rapport aux pratiques connues de l'époque. Moi, je trouve cette histoire un peu tirée par les cheveux, encore une fois. Eh bien là aussi, il y a peut-être un peu plus à creuser dans cette histoire d'exil qu'il n'y paraît. Car Ægidius a bien existé et on va en reparler. C'est lui l'homme fort en Gaule contre les Romains, dans le sens non contrôlé par un roi barbare comme les Visigoths ou les Burgondes, qui s'impose autour des années 60 dans le pays. Un gallo-romain, probablement issu de la région de Lyon, et qui contrôle apparemment toutes les régions comprises entre la Seine et la Loire, et probablement une partie du couloir rhodanien. Un homme qui va passer sa vie à se battre contre les 2 puissances barbares présentes en Gaule du Sud, qui se sont imposées à la suite des catastrophes politiques successives du 5e siècle. Ægidius est probablement le dernier patricien romain représentant une certaine forme d'autorité légitime en Gaule, alors que tout l'empire à l'ouest est en train de s'écrouler à ce moment précis, avec chaque province ou presque faisant sécession l'une après l'autre vis-à-vis du pouvoir central. En ce sens, on peut raisonnablement penser que durant les années 50 et 60, Ægidius est resté effectivement d'une certaine manière le roi des Francs, si on veut prendre un sens très large à ce mot. En tout cas, le représentant officiel du pouvoir impérial légitime, encore vaguement reconnu par ce qui reste de pouvoir et de fonctionnaires gallo-romains dans la partie nord du pays. Un rôle de chef suprême, dirions-nous, à la suite des Stilicons ou des Aetius du passé, qui conservent un certain temps le soutien des Francs saliens et une forme de prééminence dans les années 50 et 60 sur leur royaume pas encore tout à fait indépendant. Est-ce que Grégoire de Tours, écrivant 150 ans plus tard, fait écho à travers cette histoire bizarre des derniers feux du pouvoir romain dominant encore vaguement les Francs saliens avant leur émancipation totale? Peut-être. Ægidius, maître de la milice, nommé par l'empereur dans les années 50 et qui a fait momentanément office de leader suprême de toute la Gaule lorsque le dit pouvoir de Ravenne sombre progressivement dans l'anarchie. Une réalité historique incontestable qui a pu se retrouver mélangée bizarrement avec la belle histoire du tauride Childéric. On peut aussi comprendre dans la légende racontée par Grégoire que le retour de Childéric à la tête des Saliens après 8 ans d'exil marque surtout le début de la fin de la soumission des Francs. Les Francs saliens, qui sans abandonner d'un coup leur ancien soutien à Rome, glissent progressivement vers l'indépendance de fait, pendant que le pouvoir romain s'effrite peu à peu. Ce qui nous fait dire qu'au final, cette histoire n'était peut-être pas si bête. Enfin, si, c'était un peu trop gros, mais cela intègre quand même des éléments de vérité. Et Childéric, c'est bien lui le héros de cette histoire, de la libération des Francs saliens. Et oui, car évidemment, la tombe découverte par Quinquin en 1683 n'a pas seulement brillé comme l'un des plus extraordinaires trésors jamais découverts en Europe par la richesse de ses objets et de leur variété. Le prince enterré là était bien un homme de ce 5e siècle, disposant des attributs militaires d'un chef germanique, des richesses venues de l'empire des Huns et des marques du pouvoir officiel romain. Un roi barbare à n'en pas douter, avec ses cheveux longs, ses chevaux sacrifiés autour de lui et ses armes resplendissantes. Mais aussi un fonctionnaire romain, pour le dire franchement, disposant de tous les attributs du pouvoir conférés par Ravenne ou Constantinople à un chef militaire travaillant pour le pouvoir impérial. Car si vous ne le savez pas déjà, vous l'avez peut-être deviné. À côté de ses armes et de ses pièces d'or, on a retrouvé un autre objet en 1683. Un magnifique anneau sigillaire. Une bague en or servant à marquer de son sceau les cachets de cire sur les documents officiels. Un objet caractéristique de l'ordre équestre à Rome, porté par le défunt et retrouvé dans sa tombe. Et qui, d'ailleurs, servit momentanément de symbole à notre podcast. Un anneau sur lequel on peut lire en latin « Childerici regis », le roi Childéric. La vérité, c'est qu'en 1683 aussi, on a assisté au retour du roi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.